Une nouvelle aube s'est levée et le soleil s'est levé de l'Est sur les 5 continents. Après la création du monde primordial, une guerre éclata entre les monstres et les dieux, et la demeure de tous les immortels disparut. Seules les chansons du ciel restèrent à leur sujet. Mais après la fin de la Grande Guerre, les gens ont gagné la confiance du Dieu céleste et se sont dispersés dans le monde entier, à l'exception du continent sud, où ils se trouvaient. Un mentor était assis dans un ciel calme et paisible, répondant aux questions de ses élèves concernant leur histoire familiale. Et après cela, Emma et le mentor se rendent sur leur montagne personnelle pour rencontrer un autre héritier de l'immortalité. La petite fille voit son frère dans l'eau pour la première fois, pratiquant l'évasion aquatique au sommet de leur petite montagne. Le mentor reproche à John d'avoir tendu un piège et d'avoir quitté la maison pour pratiquer les techniques d'évasion. Le méchant chef de la montagne s'en va, laissant Emma endormie à son frère aîné. Il guérit sa sœur, affaiblissant l'effet de la poudre étourdissante, et vérifie en même temps si son âme est pure. La fille s'avère propre et sans germe démoniaque et se réveille sous l'effet de la poudre active. Le frère aîné et Emma vont voir les objets de valeur de leur pauvre sommet de montagne. Ensuite, John a amené sa sœur à s'inscrire afin qu'elle puisse être acceptée comme l'une des nouvelles étudiantes. Le mentor commence à enseigner de nouvelles techniques à Emma, tandis que le personnage principal s'entraîne à l'évasion dans l'eau. Le chef de la montagne confie la direction de la jeune fille à John afin de se concentrer sur son propre développement. John enseigne activement à sa sœur diverses techniques et sort de développement. Un an plus tard, Emma, aujourd'hui grande, et son frère se rendent à l'assemblée annuelle de tous les étudiants, où ils reçoivent une allocation et rendent compte de leur réussite. La réunion de départ commence et chaque étudiant est affecté à des domaines d'études pour devenir immortel et avoir l'opportunité de voir le monde extérieur. 2 personnalités célèbres et fortes viennent également à la rencontre, comme Ava et Adam, la 6e princesse et le 4e jeune maître. Emma, souhaitant bonne chance à son frère alors qu'il se rend sur le continent nord le plus dangereux, part rejoindre son équipe, qui va lutter contre les monstres les moins dangereux de la côte Est. John rencontre Ella, une artisane qui le dissuade de se rendre sur le continent le plus dangereux, juste pour le plaisir de l'herbe. Le mentor confie la protection du personnage principal à 2 des étudiants les plus forts. Et puis il imagine que 2 autres étudiants pas particulièrement forts sont également sur le point de se lancer dans un voyage vers l'endroit le plus dangereux. Et enfin, 5 étudiants et le maître s'envolent vers le continent nord, rempli de terribles monstres, prêts à tuer tous les gens et magiciens qu'ils rencontreront sur le chemin. Le personnage principal remarque un général qui vole après eux depuis assez longtemps et en parle à Ella. Ce général était venu protéger la 6e princesse de tous les ennuis. Il les suivait donc tout le temps. Lorsque la lune a remplacé le soleil, le mentor s'est approché de John et lui a proposé à boire, ce que John a refusé. Ensuite, Ella a voulu vérifier le niveau du personnage principal, mais il ne l'a pas permis, car il ne voulait pas qu'au moins une personne sache qu'il avait déjà le rang le plus élevé. Il a évité autant que possible l'attaque de son mentor, en utilisant des techniques de jeu de jambes complexes. Ella s'est vite calmée et a réfléchi à des moyens d'aider John à développer davantage ses capacités. 2 jours plus tard, ils étaient également en route vers le continent nord, où des monstres sont apparus à cause d'une énorme tortue dont les pattes avaient été coupées pour servir de support au ciel. De plus, nourrissant une haine profonde, les monstres les plus dangereux se sont rassemblés sur ce continent et voulèrent qu'il meure. Car après la guerre, de nombreux magiciens se sont cachés ici. Après cette histoire, presque tous les élèves avaient peur de ces histoires et étaient prêts à garder les yeux ouverts pour ne pas gêner les monstres. Ella et les étudiants s'arrêtent à un checkpoint où ils vont acheter des talismans et des pilules anti-monstres. Ils arrivent à Chaos Treasure Mountain, où se déroulera leur formation, qui durera 20 jours. Tous les élèves se sont divisés en paires et sont allés dans la forêt pleine de monstres. John entra dans la forêt en dernier derrière les 2 magiciens les plus puissants et, par transmission vocale, dit à sa tante que le général était méfiant. Soudain, un monstre apparaît près d'eux, prêt à tuer le personnage principal. Mais Adam le sauve en coupant la tête du monstre avec sa lame. Et encore une fois, le même monstre apparaît du ciel et maintenant d'autres étudiants sont en danger de mort. Maintenant, Ava, une disciple de premier plan, utilise la technique des 9 flammes de lotus pour brûler le monstre. Tous les étudiants doivent emprunter des chemins différents, car la route se divise en 2 branches. Et John part seul en voyage pour trouver l'herbe immortelle de la libération et ne pas trop attirer l'attention.
Les étudiants du rang de cultivation le plus élevé combattent des monstres pour se frayer un chemin, et John court en utilisant des techniques de jambes complexes et la salive d'un dragon cramoisi venimeux, afin de ne pas attirer l'attention des monstres et de se déplacer rapidement. John se rend compte qu'il est suivi par un homme avec de mauvais objectifs. Il utilise la technique des 5 éléments pour s'échapper de la Terre et s'échappe avec succès. 2 jours plus tard, le personnage principal ressent à nouveau sur lui un regard inconnu. John veut réutiliser la même technique, mais le poursuivant sent son aura et trouve le personnage principal. La lame de l'espion touche toujours le personnage principal, et celui-ci tombe au sol. C'était une manœuvre de diversion. Dès que le méchant s'est approché, John a immédiatement saisi sa jambe et a disparu. Le poursuivant perd sa capacité de combat et sa force, car le personnage principal utilise pour cela une potion spéciale. John, utilisant un parapluie magique et des sorts, commence à attaquer le méchant et se cache de la vue. Enfin, il expulse les mauvais esprits du corps de l'ennemi et le brûle. Utilisant l'âme du défunt, le personnage principal observe des fragments de souvenirs de l'âme pour découvrir le but de sa venue. La cible de l'ennemi s'avère être la 6e princesse, Eva. Parallèlement, la sœur du protagoniste se bat avec d'autres monstres sur la côte Est et réussit à les tuer. À ce moment, l'équipe de méchants restante prévoyait de capturer la princesse immortelle sous les ordres du 4e prince. Le jeune maître force la princesse à manger le verre pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Un groupe de méchants et le 4e prince appellent faussement le professeur du disciple pour détourner son attention de la princesse et la kidnapper. Le général persuade le mentor de s'en prendre à un autre groupe qui a souffert des méchants, et non à la princesse, afin de voler l'immortelle Ava. L'enseignant vole vers les élèves blessés, faibles et inconscients, et réussit à les sauver. Cependant, elle tombe dans l'illusion trompeuse du brouillard et s'égare. Pendant ce temps, John cherche l'herbe immortelle de la libération, mais tombe dans les pluies acides et tente de s'en cacher. Cherchant à s'abriter de la pluie, il se fraye un passage dans une grotte pour s'y cacher. Lorsque le héros vérifie l'état de la grotte, quelqu'un commence soudainement à tomber dans ce trou. Il s'est avéré que la 6e princesse immortelle, Ava, est tombée dans la grotte. John ramasse Ava affaiblie et la sauve, la mettant en sécurité. La 6e princesse se réveille et est très surprise d'être toujours en vie, car elle ne pensait pas qu'elle survivrait. Et avant cela, elle a utilisé un talisman spécial pour se téléporter et échapper au 4e prince. Elle s'est donc retrouvée près de John dans la grotte. Ava trouve à proximité d'elle diverses pilules, des talismans et une carte indiquant l'itinéraire pour sortir de la dangereuse forêt. Et le personnage principal se dirige actuellement vers le nord-ouest à la recherche de l'herbe de libération. Quelques jours plus tard, Ava, pleine de force, quitte la grotte et doit se diriger vers le sud-est. Cependant, elle ne sait pas où se trouve le sud-est et confond donc l'itinéraire et va dans la direction opposée. Vers le soir, John, fatigué, allume un feu et décide de faire une pause, car il a collecté des herbes spirituelles et des insectes, mais n'a jamais trouvé l'herbe de l'immortalité. Soudain, le personnage principal remarque la bataille entre 2 magiciens et décide de partir pour ne pas attirer inutilement l'attention. Mais soudain, John découvre ce qu'il attendait depuis si longtemps, à savoir l'herbe immortelle de la libération. Cependant, il y avait un problème, car cette herbe était gardée par un énorme serpent annulaire à 3 yeux, proche de l'immortalité. John commence à réfléchir à un plan pour tuer le monstre et veut utiliser les magiciens combattants ci-dessus, car il ne peut pas vaincre le serpent seul. Il s'est avéré qu'Eva participait également à cette bataille. Ce qui a choqué et déconcerté John, car il avait planifié son itinéraire en détail. John réfléchit attentivement au plan visant à tuer le serpent et sentit l'aura de 2 autres qui surveillaient secrètement la princesse et ne la tuaient pas, car ils avaient besoin d'elle vivante. Le personnage principal a commencé à transmettre son discours à la princesse afin de concrétiser son plan en utilisant les méchants. Ava exécute infailliblement toutes ses instructions et amène ses ennemis directement au serpent. Les méchants ne sont pas en reste et ne lui permettent pas de s'échapper en la poursuivant. La 6e princesse pousse tous les ennemis dans un piège, et elle saute et se détourne de l'attaque des méchants et du serpent. Le serpent annulaire à 3 yeux attaque une escouade d'élite de méchants, mettant leur vie en grand danger. Le général se précipite au secours de son escouade, car il n'est pas sûr de leur victoire. À ce moment, le 4e prince attaque la 6e princesse et veut la capturer. Le général lui-même combat sans pitié le serpent, et John attend à ce moment-là que les ennemis s'épuisent et s'affaiblissent.
et le général coupe la tête du serpent et le tue. Satisfait, John, grâce à l'exécution de son plan, utilisant une poudre spéciale, affaiblit tous ses ennemis. Le personnage principal a commencé à attaquer le général de tous les côtés, le rendant encore plus faible. Mais le général, utilisant un sort spécial, l'attaqua de manière inattendue. Cependant, le général s'est rendu compte qu'il était tombé dans un piège, car John avait utilisé une technique inhabituelle et avait tué le corps du méchant. Finalement, il tua le général, prit son âme et brûla les cadavres des ennemis restants. Et finalement, John reçut l'herbe de libération immortelle qu'il avait tant essayé d'obtenir. Et à ce moment précis, Ava se battait de toutes ses forces contre le 4e prince en utilisant diverses techniques de combat. Même si le personnage principal voulait partir, il est quand même venu voir si tout allait bien pour Eva et est resté pour regarder la bataille. Ensuite, John a secrètement jeté une poudre de torpeur spéciale sur le prince, alors Adam a soudainement commencé à perdre des forces et à s'affaiblir. Eva voulait donner une leçon au prince, alors elle a pointé tous ses poignards sur lui, mais elle ne voulait pas le tuer. Cependant, le jeune maître ne put résister à son attaque et mourut. Ava voulait parler au personnage principal de la mort d'Adam, mais soudain elle a perdu connaissance et est tombée. Et John, qui se cachait toujours, est sorti et l'a de nouveau sauvée, l'attirant en sécurité par ses cheveux. Après tout cela, les magiciens, appelés par le professeur, recherchaient déjà les élèves et Ella. Et Ella, à ce moment-là, était assise et s'inquiétait pour John et Eva, et elle était également fatiguée de rester assise dans le piège que les méchants avaient laissé. Le plus grand maître lui-même est venu en aide à Ella et a commencé à parler, ce qui a grandement effrayé et surpris la mentor elle-même. Ella s'agenouille et demande à retrouver les 2 étudiants et à les sauver. De plus, elle est prête à assumer l'entière responsabilité des actes qui se sont produits. Il s'est avéré que ce n'est pas le grand maître lui-même qui est venu à la rescousse, mais son 5e élève. L'enseignante s'est mise très en colère et a commencé à le battre parce qu'elle n'était pas du tout contente de lui. Outre le 5e maître, d'autres personnes de différentes sectes sont également venues aider à retrouver les disciples disparus. Cependant, c'était son maître qui s'inquiétait le plus pour John et voulait le retrouver le plus rapidement possible. Et puis, il demande de l'aide à Ella, car lui-même n'est pas encore devenu immortel. Il ne pourra donc pas le trouver tout seul sur le continent Nord. Les maîtres sont séparés. Chacun d'eux part dans des directions différentes pour retrouver absolument tous les élèves. À cette époque, John et Ava étaient assis dans une grotte avec un feu et attendèrent leur maître, qui les cherchèrent déjà. Le frère aîné demande à la princesse de ne pas mentionner lui et ses compétences lorsqu'elle s'explique au maître, car il ne veut pas attirer l'attention sur lui. La 6e princesse comprit tout sans plus attendre et promit de ne rien dire à personne. Juste après, les maîtres les trouvent et entrent dans la grotte. Le maître de John commence à le gronder beaucoup, car il était très inquiet que le personnage principal souffre et meure sur le continent le plus dangereux. Eva défend John et son maître se calme. Ensuite, l'un des maîtres demande à la princesse où se trouve le jeune maître. À quoi la princesse répond qu'elle l'a tué. Le maître est en colère, car c'est sa personne et frappe presque Ava. Mais Ella l'arrête à temps et lui demande d'attendre que la princesse raconte toute l'histoire du début à la fin. Le lendemain matin, après qu'Eva ait raconté toute l'histoire, Maître Nick s'excuse pour son comportement et promet d'accepter la punition pour cela à son retour dans la secte. Et puis tout le monde est rentré chez lui avec succès, après quoi la première chose que John a faite a été de rentrer chez lui pour voir sa sœur. Fatiguée, Emma s'allongea sur le lit et essaya de se reposer, parce qu'elle était très faible, car elle savait comment fabriquer de la poudre de torpeur, qui demande toute la force d'une personne et d'un magicien. Cependant, elle était très heureuse de revoir son frère et s'est rapidement remise des effets de la poudre. John demande alors à Emma d'apporter un sac de potions et de pilules, car il lui a apporté une autre potion. Emma commence à devenir très nerveuse, car elle craignait d'avoir utilisé trop de potions en combattant des monstres sur la côte Est. Le frère aîné est désemparé, car sa sœur a dépensé jusqu'à 80% des comprimés et de la poudre pour des monstres pas particulièrement dangereux. Le frère aîné gronde Emma et, en guise de punition, l'envoie abattre des arbres sans pouvoir magique, car il a besoin d'une maison pour l'alchimie. Le lendemain, alors que sa sœur part abattre des arbres, elle rencontre Ella qui cherchait son frère. Le mentor trouve toujours John dans la cabane, il s'assoit à table et le frère aîné lui propose un marché. Ella l'aidera à construire des formations et il lui préparera personnellement du vin,
car maintenant elle ne peut pas le boire pendant 3 ans comme punition. Mais après avoir goûté le vin, le mentor se sent bien et veut encore du même vin. Et seulement après cela, il accepte l'accord proposé par le personnage principal. 2 ans plus tard, le frère aîné possédait déjà une maison d'alchimie avancée. Ella venait le voir tous les jours pour remplir les termes du contrat. John, à son tour, distribuait également du vin à chaque fois, et cette fois demandait au mentor de l'aider également en alchimie. Ce à quoi Ella lui demandait pourquoi il en avait besoin. Après la réponse du personnage principal, le mentor est devenu très en colère, car il voulait préparer un poison qui pourrait tuer même un immortel. Mais John l'a convaincu qu'il voulait fabriquer du poison pour de bonnes intentions, c'est-à-dire non pas pour tuer, mais plutôt pour sauver. Et Ella a accepté cette demande. Dans le même temps, le 4e élève et le premier élève du grand maître suivent Ella, car Grace trouvait très suspect qu'Ella, immédiatement après son réveil, se rende dans la secte de John. Mais les 2 maîtres étaient pris en chaîne et ne pouvaient pas aller plus loin, car il n'y avait pas d'entrée dans la secte. Alan a décidé de résoudre le problème lui-même, puisqu'il se spécialise dans les formations, et Grace est dans une direction différente. Cependant, 2 heures plus tard, Alan n'arrivait toujours pas à résoudre les formations et avait déjà commencé à se cogner la tête contre l'arbre. Le disciple senior était très contrarié de ne pas pouvoir détruire cette formation. Et enfin, le personnage principal a retiré le piège, le chemin vers la maison de John et l'emplacement d'Ella est ouvert. Et dans cette maison, le mentor et frère aîné, vêtus d'un équipement complet, ont commencé à tester et à améliorer le poison. Les actions de leur équipe ont été observées par Grace et Alan, venus voir Ella. Après tout cela, le mentor s'est envolé vers Alan et lui a donné l'araignée qu'il avait demandé à John. Le premier étudiant du master pensait qu'Ella sortait avec John, ce qui a rendu le mentor très embarrassé et a commencé à réfuter ses propos. Ensuite, Alan pose une autre question à son mentor, à savoir ce qu'elle faisait avec le protagoniste, à laquelle Ella a répondu qu'elle l'avait aidé à créer des formations et des tablettes en échange de vin. Le premier étudiant est très surpris par l'intelligence et le génie du personnage principal, car lui, sans atteindre l'immortalité, a utilisé le pouvoir de son mentor et a créé de belles formations. Ensuite, Ella prend les comprimés de jade de son frère aîné et lui donne en échange du poison préparé par John. Et puis elle s'enfuit avec les pancartes, laissant Alan sous le choc. Le personnage principal a envoyé quelques informations à l'aide de poison, à savoir qu'il n'y a rien entre lui et le mentor, et qu'il a lui-même découvert la formation. Je sais à qui sont venus les disciples du grand maître. Alan est venu rencontrer John, car le personnage principal a également envoyé ce message pour se rencontrer et discuter d'une question importante. En discutant avec Alan, John, non intentionnellement, commence facilement à passer à un nouveau niveau de force, ce qui surprend grandement le premier étudiant du maître. Alan comprend que le personnage principal est déjà au 5e niveau de force spirituelle et que John n'a pas de mauvaises intentions, car le personnage principal a simplement révélé son secret. Il s'est avéré qu'il cache son niveau uniquement pour protéger sa sœur du danger et ne pas trop attirer l'attention. Le lendemain, comme d'habitude, le mentor et John ont préparé une tablette qui peut faire fondre même une personne immortelle et l'ont finalement complétée ainsi que le plan A. Ensuite, le personnage principal se rend chez son maître pour lui poser quelques questions. Ensuite, Jean s'inquiète pour son professeur, car il sera bientôt rattrapé par la tribulation céleste, c'est-à-dire les épreuves qu'il faut passer pour devenir immortel. Le professeur lui demande de prendre soin d'Emma s'il ne parvient pas à surmonter le chagrin, ce qui met John très en colère, car il croit que le maître doit surmonter le chagrin et devenir immortel. Ensuite, tous deux se calment et le professeur est prêt à répondre à la question du personnage principal et à le mettre sur la bonne voie. Jean montre au professeur un verset du livre qu'il souhaite comprendre et lui demande de le lui expliquer. En fait, le frère aîné voulait simplement aider le vieil homme à devenir immortel et pour que l'illumination lui vienne concernant la tristesse céleste. Ensuite, le personnage principal souhaite créer 2 formations différentes en utilisant des matériaux différents, car il souhaite aider le maître à surmonter les éclairs de la tribulation céleste et à augmenter ses chances de survie. Il remarque sa petite sœur cachée derrière un arbre et l'appelle pour l'aider. Certes, John voulait tester sa cage contre le chagrin céleste sur sa petite sœur, alors il l'a appelée pour l'aider. Ensuite, le frère aîné a jeté les talismans de foudre dans cette cage. C'est eux qui les a convoqués et a commencé à vérifier la cage dans laquelle Emma était assise. En conséquence, la cage a vraiment résisté à la foudre
et a également surpris Emma et son frère aîné. La petite sœur a commencé à se mettre en colère contre John après avoir quitté la cage, car il aurait pu utiliser quelqu'un d'autre pour la remplacer. John voulait augmenter la puissance de la foudre, et Emma est devenue encore plus en colère. Ce à quoi son frère a répondu qu'elle pouvait utiliser quelqu'un d'autre. Pendant 2 jours, leurs expériences n'ont pas pris fin, donc après 2 jours, la terre de la petite montagne a été complètement brûlée, car la foudre a absolument tout brûlé, y compris les arbres. Quand le maître a vu tout cela, il a commencé à gronder et à battre John pour ce qu'il avait fait à la terre et a impliqué sa sœur dans quelque chose d'irréparable. Et Emma a immédiatement commencé à justifier son frère en disant qu'il essayait simplement de créer un trésor qui protégerait Ben de l'éclair du chagrin. Et puis, à cause du silence du maître, John lui demanda s'il était tellement touché qu'il se leva et resta silencieux. Et le professeur a réfuté ses paroles et a dit que son chagrin céleste était déjà venu, c'est pourquoi il s'est tu. Sa réponse a très effrayé le personnage principal. John lui a immédiatement proposé des pilules pour faire fondre l'immortel et a dit que cette pilule l'aiderait à ne pas mourir du chagrin céleste et de la foudre, mais le maître l'a refusé. Mais après cela, le frère aîné continue de persuader le maître de prendre la pilule, car il en a 11 autres de ces choses, et le maître accepte et prend la pilule. La tristesse céleste se rapproche d'eux, et immédiatement après, John pousse le professeur vers la cage et lui demande de prendre une pilule. La foudre commence à frapper la cage, et Emma et John soutiennent le professeur et lui demandent de ne pas abandonner. Et le maître commence à se battre de toutes ses forces et promet de ne pas abandonner jusqu'au bout. Un dragon rouge surgit soudain de la foudre et se dirige droit vers le maître. Emma commence à se mettre en colère et à se sentir mal, car ce n'était pas du tout comme les nuages de chagrin céleste. Ensuite, John a expliqué qu'il ne s'agissait pas de nuages de tristesse céleste et que le professeur les avait simplement confondus. Ben commença à se sentir embarrassé parce qu'il confondait les nuages formés par le dragon avec des nuages de chagrin céleste. À ce moment-là, Alex d'une autre province est venu au petit sommet du professeur John et a vu le dragon et lui a demandé ce qu'il avait à faire avec ce petit sommet. Ce à quoi le dragon a demandé s'il était le chef de la secte de John, et Alex a répondu qu'il n'était pas le chef, mais qu'il voulait donner une leçon au petit dragon parce qu'il était trop grossier. Le dragon devint très en colère contre ces paroles et commença à l'attaquer. Cependant, Alex a facilement arrêté l'attaque du dragon avec seulement 2 doigts. Le dragon était très en colère, mais Alex a quand même demandé. C'est pourquoi il s'est comporté avec autant d'audace dès qu'il est devenu immortel. Le dragon s'est avéré être un messager du palais et a commencé à menacer de revenir sur cette terre avec une armée. Et Alex a répondu d'un ton menaçant et a demandé si ce petit dragon allait déclencher une guerre contre les gens. Et le dragon avait peur de ces paroles. Ensuite, le dragon a rapidement invité Alex de la cour des dragons à une réunion qui aurait lieu dans 3 ans, dont le but était de chasser des monstres sur la côte Est, et s'est enfui. À cette époque, John et Emma regardaient l'un des magiciens les plus puissants du monde sous le choc. Pendant ce temps, le personnage principal et la petite sœur se moquaient du maître, parce qu'il avait commis une erreur tellement stupide, et le maître était en colère et leur demandait de ne pas rire. Et après 1 an et 9 mois, une véritable tristesse céleste survient encore. À ce moment-là, le maître est déjà parfaitement préparé pour l'attaque de la tribulation céleste et est assis dans une cage fabriquée par Jean. Lorsque le chagrin céleste attaque Ben de plein fouet, John le regarde et écrit tout dans un livre. John regarde tout attentivement et transmet le message selon lequel le maître doit attendre 5 autres éclairs de transmission vocale. Le professeur est d'accord et est prêt à résister à tous les éclairs. Le maître a résisté aux premiers éclairs de chagrin. Pendant ce temps, Emma et son frère s'inquiétaient pour le maître et surveillaient tout attentivement. Malheureusement, la cage de John ne fonctionne pas et commence à se briser immédiatement après le premier éclair. Ben se bat de toutes ses forces et n'abandonne pas. Mais en même temps, il est prêt à mourir, car il comprend que cela fait partie de la sélection pour devenir un maître immortel. Même si le maître est prêt à mourir, il veut mourir fièrement sous les yeux de ses élèves. Alors il essaie de tenir le coup jusqu'au bout. Cependant, la tristesse céleste prend le dessus et fait tomber le maître, provoquant ainsi l'inquiétude de ses élèves. Mais Ben se souvient de la pilule de John et la prend. Après avoir pris la pilule, le professeur commence à fondre et ne comprend pas quelle pilule le personnage principal lui a donnée. À la fin, Ben se transforme finalement en flaque d'eau.
D'autres personnes et observateurs sont complètement confus quant à la destination de la tribulation céleste et du maître lorsque l'un d'eux dit qu'il s'agit d'une libération par l'exécution avec la pilule de dissolution. 3 rayons de soleil brillaient dans le ciel, le pouvoir spirituel commença à s'installer sur le sol et le corps de Ben commença à se reconstruire. En conséquence, le maître fut libéré par l'exécution et devint un immortel impur. Ses disciples étaient très effrayés et heureux de le voir vivant et en bonne santé. Ben lui-même était également heureux, car il avait traversé les tribulations célestes et avait fait cela. Absolument tout le monde a commencé à féliciter le maître d'être devenu immortel. John a commencé à transmettre un message à Ben, selon lequel il s'agissait d'une pilule de dissolution par transmission vocale. Le maître a tout entendu et a tout de suite compris. Ensuite, John demande à Emma de rester avec le maître, car il peut inviter les gens à prendre le thé en l'honneur de devenir un magicien immortel pendant qu'il part se reposer. Le personnage principal se reposait calmement lorsqu'il sentit la présence d'une personne. C'est Alan qui a demandé pourquoi il était ici et pourquoi il n'aidait pas le professeur pendant les vacances. Il était également en colère parce que son frère aîné se reposait ici et qu'Emma était déjà fatiguée de servir les invités et allait bientôt se casser les jambes. Alan a ensuite donné le sutra de l'inactivité, l'un de ses trésors, à John en guise de remerciement pour le bon vin. John fut très surpris, car ce n'est pas une chose simple, et demanda au maître s'il était normal de recevoir ce genre de cadeau. Alan répondit calmement qu'il était l'un des meilleurs étudiants du continent et qu'il méritait donc un tel trésor. Par la suite, Alan a demandé à essayer ce trésor, car il essayait depuis longtemps de persuader John de donner ce sutra à l'aîné. Le personnage principal anticipe à l'avance la demande d'Alan et la refuse, car il n'aime pas dépasser les limites de sa secte. Le frère aîné avait prédit sa demande, à savoir se rendre à une réunion sur la côte Est, car cette information était connue de tous depuis longtemps. Alan donne de nombreuses raisons pour lesquelles John a été envoyé à la réunion, mais le personnage principal refuse toujours d'y aller. Le maître fait chanter John avec une note mise à jour, grâce à laquelle le niveau de son frère aîné sera connu de tous et il attirera l'attention. Naturellement, après cela, le personnage principal accepte d'aller à la réunion, ce qui rend Alan très heureux. À ce moment, Emma, épuisée de servir les invités, se libère et se plaint de son frère. Immédiatement après, elle remarque Ella passer devant elle et commence à considérer cela comme suspect, car elle venait voir son frère tous les jours et faisait quelque chose. Puis elle se rend à la maison d'alchimie pour voir ce qu'ils font. Et soudain, un inconnu s'approche d'elle par derrière, veut lui demander, mais elle se retourne à une vitesse fulgurante et veut attaquer l'inconnu. Cet inconnu s'avère être la 6e princesse. Emma ne comprend pas pourquoi une si belle princesse agite ici, et est gênée car elle a sorti une arme contre elle. Ce qui surprend également Ava. La sœur cadette est très en colère parce que de si merveilleux magiciens viennent voir son frère parce qu'il a déjà visité le continent du Nord. Emma demande alors pourquoi Ava est venue ici pour voir son frère. À quoi la 6e princesse, en rougissant, répond que son frère aîné l'a sauvée 2 fois. Après cela, la mentor endormie se réveille et est surprise par l'arrivée d'Ava. Ensuite, Ella propose de jouer à un jeu de société créé par John, car le nombre requis de joueurs a été atteint. 3 filles jouent à pierre, papier, ciseaux, pour voir laquelle d'entre elles prendra le premier tour. Ava gagne et lance les dés, la faisant agir en premier. Ce faisant, Emma explique certaines règles à Eva, car ce jeu comporte certaines nuances. Ensuite, le mentor réussit son coup et peut prendre l'une des cartes porte-bonheur pour son jeu. La petite sœur perd et Eva et Ella commencent à jouer un jeu difficile. Le mentor et la petite sœur sont très surpris, car Eva a beaucoup de chance et ne reçoit que de bonnes cartes. Malgré tout, les filles continuent de jouer et de s'amuser. Alors que John rentrait déjà chez lui, entendant les voix joyeuses des filles, il décida de ne pas les déranger et de ne pas entrer dans la maison. Le lendemain matin, le frère aîné a décidé de vérifier la maison. En entendant les voix des filles, il s'est rendu compte qu'elles avaient joué toute la nuit. Quand il est rentré à la maison, il a vu Ava dormir par terre. Et seulement après cela, j'ai vu Ella et Emma allongées sur le sol et endormies. Après que John ait quitté la cabane, une lame a soudainement commencé à voler vers lui. Néanmoins, le personnage principal parvient à attraper la lame et entend un message qui l'appelle immédiatement depuis la salle des 100 mortels. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un rassemblement de tous les magiciens qui partiraient pour une réunion sur la côte Est dans 4 jours. L'un des maîtres raconte le but de cette rencontre et la récompense des jeunes étudiants les plus forts. L'aîné dit à John qu'il sera le chef de l'équipe junior, ce
qui surprend et attriste grandement le protagoniste. De plus, il craint d'attirer trop d'attention sur lui s'il est le chef de l'équipe. John demande à changer d'avis sur la décision de devenir un leader, ce qui lui est refusé, et il demande si c'est vraiment la décision du grand maître et non de son premier élève. Les soupçons du frère aîné étaient justifiés, car c'est Alan qui a demandé à en faire le chef d'équipe. John s'excuse toujours, donne une fausse raison et dit qu'il ne peut pas supporter une telle responsabilité. Après ces disputes, l'aîné décide tout de même de remplacer le leader. Et Ava décide d'assumer cette responsabilité et de devenir une leader. C'est eux qui surprend John. Elle insiste fortement là-dessus et demande également de faire de John le deuxième leader de l'équipe. C'est eux qui rend la tâche de John encore plus difficile. En fait, Ava veut juste couvrir le personnage principal et l'aider. C'est eux qui, au contraire, ajoutent des problèmes à son frère aîné. Ensuite, le personnage principal a réfléchi à ce qu'Alan voulait faire, se moquer de lui ou non. Après toutes ces confrontations, tous les étudiants ont été renvoyés et sont rentrés chez eux. Et quand John quittait la maison, il pensa à la blessure de son professeur et à la trahison au sein de la secte qui pouvait survenir lors de la chasse aux monstres. Pour éviter le même sort, il commence à réfléchir aux routes des déchets, mais il ne trouve rien, car de toute façon, il n'y a pas d'échappatoire à ce rôle. En fin de compte, il décide simplement de rester invisible sous la direction d'Ava. Puis il commence à réfléchir sur les cages à oiseaux, juste au cas où. Jean souhaite également étudier le Sutta de l'inaction pour s'assurer qu'il peut lui-même résister à la tribulation céleste. En conséquence, il décide de prendre son temps et d'avancer lentement mais délibérément vers son objectif et d'améliorer ses cages à oiseaux. 4 jours plus tard, Jean et les anciens partent à la rencontre du royaume des dragons et des magiciens. La 6e princesse s'approche immédiatement du personnage principal et lui demande si elle peut s'asseoir à côté de lui. Le frère aîné le permet, alors elle s'assoit à côté de lui. Par la suite, Ava invite John à travailler ensemble et solidairement pour ne pas se déshonorer et sauver la face de sa secte. Et même après cela, Eva trouve différents sujets et essaie de parler avec son frère aîné. Et John se sent mal à l'aise à ce sujet. Après cela, le personnage principal offre du repos à la 6e princesse, car elle aura bientôt une énorme responsabilité. Et puis l'un des étudiants demande pourquoi seuls les étudiants de moins de 150 ans y sont allés. Si un étudiant de moins de 150 ans bat un dragon tout aussi jeune, il s'assurera de son honneur, et s'il perd, alors rien de terrible ne se produira, pensa John. Ensuite, absolument tout le monde est confronté à l'incroyable formation du palais du dragon. Après cela, le frère aîné s'est demandé pourquoi le mentor se comportait avec autant de diligence. Il s'est avéré qu'elle s'est comportée avec beaucoup de diligence, puisque le maître ne la quittait pas des yeux et surveillait son comportement. Ensuite, ils voient les soldats dragons et vont plus loin vers l'état du dragon. Absolument tout le monde, y compris Jean, émerveillé par la beauté du château, suit le chemin des dirigeants. Ils sont accueillis par des tortues et demandent au maître d'aller plus loin dans la salle principale et aux étudiants dans la salle d'audience, où des tables et des gourmandises leur ont été préparées. En guise de friandises, ils ont reçu des raisins qui ont leurs inconvénients, ce qui n'a pas du tout surpris John. John lui-même a commencé à manger petit à petit, car il savait que ces raisins en grande quantité pouvaient leur provoquer une puissante envie de péter. En fait, juste après cela, l'un des magiciens l'a ressenti si fortement qu'il a gâché l'air et n'a pas pu s'arrêter. Puis, connaissant les conséquences de cette friandise, il conseilla à Ava de ne pas manger ces raisins, mais elle les mangea quand même. John était bouleversé et fatigué parce que personne ne l'écoutait, et bientôt la même chose est arrivée à toute l'équipe qu'au premier maître. Ensuite, l'aîné lui-même a dit à tout le monde de ne pas manger de raisins ni de boire du vin, car ils étaient fabriqués à partir des mêmes raisins. Et puis le mentor s'approche de John parce qu'elle veut faire comme si c'était lui qui allait gâcher l'air, pas elle. Le personnage principal suggère à l'aîné de créer une formation pour isoler le son et ne pas gêner les maîtres. Parallèlement, dans un autre lieu, le maître retourna dans la secte de John après avoir développé son immortalité et ses capacités. Le personnage principal a laissé de nombreuses notes au professeur afin qu'il ne court pas de danger. Mais son professeur n'a pas vu les notes et est allé se promener. Et le frère aîné y a créé de nombreuses formations. Dans un tout autre lieu, le personnage principal, utilisant un équipement spécial, écoutait les autres magiciens. Juste à ce moment, Ella s'approche de lui, le surprend et se demande si John a emporté les jeux avec lui. Et le personnage principal lui donne le jouet pour qu'elle ne gêne pas ses écoutes clandestines sur les autres. Les sirènes chantaient
et les créatures marines jouaient des instruments pour divertir les étudiants, car il restait encore 2 jours avant la réunion officielle. Pendant 3 jours consécutifs, en écoutant cette musique, les étudiants étaient fatigués et voulaient juste s'en évader. Le 3e jour, Ava s'approche de John et veut lui parler, mais il refuse parce que les autres hommes sont en colère. Ensuite, bouleversée, Ava se rend chez son mentor pour écouter les poèmes qu'elle a écrits. À cette époque, le prince héritier des dragons se préparait à sortir, et son plan, il voulait perdre face au magicien le plus faible pour montrer la faiblesse des dragons. John remarqua le regard de Léo et son désir de meurtre, alors il réfléchit au plan qu'il pourrait avoir. Et puis la tortue annonce qu'en l'honneur de l'anniversaire de l'héritier, il veut s'entraîner. John ne s'inquiète de rien, pensant qu'il ne sera pas choisi pour le combat, parce qu'il est trop faible. Cependant, Léo vient de défier le personnage principal, ce qui a grandement stupéfié John. Alors le frère aîné refuse, car il est trop faible. Mais ensuite, Ava veut protéger le personnage principal et le défend. Cependant, Léo tient bon jusqu'au bout et veut combattre John. Par la suite, même les anciens ont soutenu cette idée, ce qui a surpris John. Soudain, son mentor le défend et l'invite à prendre l'épée. Mais le personnage principal refuse, affirmant que le sparring n'est qu'un échange d'expérience. Ensuite, Léo et John entrent dans l'arène et se préparent à s'affronter. Le prince des dragons commence à attaquer le personnage principal de toute sa puissance et de toute sa portée. Cependant, John arrête Léo et suggère de créer des règles pour le combat. Et dès qu'ils discutèrent en des règles, la bataille commença enfin. Léo commence à attaquer violemment pour s'assurer que la fin de John soit tragique. En utilisant une technique spéciale, il bat la première attaque, mais ne riposte pas. Léo ouvre délibérément sa défense pour que le personnage principal le frappe, mais John n'attaque pas, mais s'enfuit simplement. Enfin, il utilise des talismans de flammes et attaque son ennemi. L'héritier du dragon dévie facilement son attaque. Léo et John ne se battent pas de leur mieux pour leurs propres objectifs. Ils se battent durement et s'attaquent les uns les autres, mais pas beaucoup. Et soudain, John commence à tomber de manière trompeuse, comme sous le coup de Léo, bien que le prince des dragons ne l'ait pas frappé. Il crache du sang et admet sa défaite, donnant la victoire à Léo. Léo était profondément choqué, car John ne voulait pas du tout le vaincre. Et lorsque la tortue veut déclarer victoire à Léo, il se met à cracher encore plus de sang. John est également choqué car il pense que les talents d'acteur du prince sont mauvais et que personne ne le croira. Pourtant, tout le monde le croit et court vers lui. Les sujets du royaume des dragons commencent à regarder John du regard. Et Ella prend immédiatement la défense de John et vérifie son état de santé. Léo a simplement perdu connaissance à cause d'une surcharge, mais la victoire lui restait toujours. Après cela, tout le monde, y compris Ava, a commencé à menacer Léo et à promettre qu'il se vengerait pour le bien de John. Ainsi, après un certain temps, Ava entra dans l'arène, prête à déchirer et à lancer et à recevoir une récompense pour cela. Elle a remporté le premier combat avec facilité. Elle a également remporté le 2e tour sans épargner l'ennemi. Sa réputation sur le continent oriental était montée en flèche. Après avoir remporté les 4 duels, elle a montré sa force et collecté 4 trésors différents. Ensuite, avec l'un des trésors, elle alla voir John et le lui donna. Elle s'approcha très près de lui, faisant battre le cœur de John. Ensuite, Ava s'est levée et est partie la tête haute, et le personnage principal lui a montré son respect jusqu'au bout. À ce moment, de l'autre côté du palais, le prince se réveilla et espéra avoir perdu. Cependant, après avoir appris qu'il avait gagné, Léo s'est de nouveau évanoui. Et de l'autre côté du palais, les étudiants sont finalement partis pour la réunion officielle. Ava a gagné beaucoup de fans, ceux dont John était heureux, car il était ignoré, et la princesse en valait également la peine. Cependant, après cela, tous les étudiants masculins ont commencé à se mettre en colère parce qu'Ava a donné le trésor au personnage principal. Il a donc donné le sac au trésor à son mentor pour éviter les problèmes et attirer l'attention. Ensuite, Ella, heureuse, a couru vers John, car Alex a félicité le personnage principal et a même préparé un cadeau. Mais le frère aîné n'était pas content, car il attirait l'attention de l'un des maîtres les plus puissants. Le mentor expliqua que si John ne s'était pas rendu, une guerre aurait éclaté entre les dragons et les humains. Ensuite, le personnage principal a reçu son cadeau et était heureux, car c'était un merveilleux trésor. Il ne pouvait pas accepter ce genre de cadeau, alors il demanda un mantra avec un pouvoir différent. En conséquence, il a reçu les 2 mantras d'Alex et était heureux. Maintenant, il pouvait facilement surmonter la tribulation céleste. De l'autre côté du palais, Léo a élaboré un nouveau plan, car il voulait libérer son peuple. Parallèlement, sur une petite montagne d'un autre continent,
Ben ne pouvait pas rentrer chez lui, car il était tombé dans le piège de son élève. Le maître tomba sur des pancartes placées par John pour ceux qui voulaient infiltrer leur secte. Ben était perplexe, car son nom était sur le panneau et il semblait qu'il avait établi toutes ses formations. Le maître ne savait plus quoi faire et pensait avoir tout fait, mais il a oublié ou s'est transformé en démon. Mais Emma remarque Ben et veut l'aider. Ensuite, la sœur cadette a tout expliqué en détail au professeur et a commencé à le sortir du piège. Emma continue en disant que John a utilisé une technique spéciale pour cacher son niveau, mais il est beaucoup plus capable. Au début, le maître voulait féliciter l'élève, mais après les paroles d'Emma, il a décidé de punir John, car il lui avait menti. Lorsque John rentre chez lui, il est immédiatement accueilli par Ben et pris au piège. Emma commence immédiatement à le mordre, car dans cette position, le frère aîné est complètement impuissant. Par la suite, Ben déclare qu'il continuera à se développer dans son immortalité. Il laisse donc John en charge de ce sommet. Ses élèves sont très surpris, car le maître a rapidement changé de sujet et a changé d'avis. Puis le frère aîné commence à demander à Emma si elle a tout dit à son frère. La sœur répond qu'il lui a dit très peu de choses. Mais le frère n'y croit pas et l'a appelé dans la maison. À la maison, Emma avait déjà commencé à se repentir sincèrement de son frère. Après ses larmes, John croit en ses paroles et lui demande d'accepter la punition et d'arrêter de pleurer. Jean veut traverser la tribulation céleste plus tôt afin qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Alors, il commence à pratiquer des mantras et à lire des notes. Dans ces notes, il lit l'histoire et explique comment traverser les tribulations célestes. Une fois que John a trouvé les informations dont il a besoin et créé un plan, il ferme le livre. Après tout cela, John se réjouit du grand plan qu'il a pour atteindre son objectif. 3 mois plus tard, le personnage principal était parfaitement capable d'apprendre la technique des flammes fortes et de l'utiliser, le rendant ainsi plus fort. Ensuite, il sent qu'un des magiciens s'approche, arrête sa pratique et s'assoit sur une chaise. Il s'est avéré que c'est Alan qui est venu féliciter John pour ne pas avoir cédé aux provocations de Léo et avoir récupéré le trésor. Ensuite, le personnage principal appelle le maître chez lui pour boire du vin et manger de la viande, ce qu'Alan considère comme suspect, car il n'aime pas particulièrement recevoir des invités. Mais le personnage principal sourit toujours et s'apprête à lui montrer une petite chose. Cependant, John a préparé une sphère d'ombres inhabituelle capable d'enregistrer ce qui se passe et a demandé à Alan de la vérifier. Le maître est très content de voir une telle chose et accepte de la vérifier. Mais le maître soupçonnait toujours John, et il était impatient d'entrer dans la maison. Ensuite, ils se sont assis tranquillement et ont mangé la nourriture qu'Emma avait préparée, ont bu du vin, testant la sphère des ombres et du son. Ils ont fini tout le vin. Puis le personnage principal a sorti un autre vin différent à base de venin de dragon, et Alan a pensé que c'était son arme secrète. Cependant, le maître aimait certainement le vin. John a ajouté que ce vin est fabriqué à partir de nombreuses plantes et insectes venimeux, mais qu'une fois mouillés, ils n'ont qu'un effet curatif. Ensuite, le personnage principal a déclaré qu'il ne savait pas si Alan pouvait résister à cet effet curatif, et ils ont décidé de le tester. C'est ainsi que le frère aîné verse du vin dans les plats du maître, et quand Alan commence à boire, il conseille de ne pas boire autant d'un coup. Et après cela, John demande à Alan de l'aider pour la formation qu'il a reçue de lui, car ils n'ont pas pu le faire avec Ella. Ce à quoi le maître accepte de l'aider. Ensuite, Alan commence à enseigner comment gérer cette formation à l'aide de miroirs. Dans le processus, John pointe accidentellement le miroir vers le maître. C'est eux qui le dérangent. Et lorsque le maître se tourne vers le personnage principal pour le gronder, il remarque que John est en feu et est très choqué. À son tour, John veut simplement en profiter et tout écrire sur la sphère d'ombre. Le maître commence à se mettre en colère, car le frère aîné n'a pas encore l'expérience nécessaire pour faire une telle chose, et encore moins pour lui tendre un piège. Cependant, le maître est le créateur de cette formation. Il marche donc avec confiance et n'a pas peur de tomber dans le piège de John. Mais même après 3 heures, il ne parvient pas à sortir du piège tendu par le personnage principal. Et après cela, les jambes d'Alan cèdent également à cause de l'effet curatif du vin brassé par John. Le maître essaie de toutes ses forces de se retenir et de ne pas succomber à la chaleur et de rentrer chez lui au plus vite pour s'en débarrasser. Alan n'en peut plus et demande à John de retirer les formations puisqu'il ne fera plus rien contre lui. Ensuite, le personnage principal envoie à Alan une table avec un serment divin, ce qui surprend grandement le maître. Alan accepte ce vœu et rentre immédiatement chez lui chez son compagnon. John reste satisfait après tout cela, et après 2 mois, elle a, comme d'habitude,
Viens à la maison de l'alchimie et aide John avec du vin et des pilules. Et puis John dit à son mentor qu'il ira dans la solitude pendant 1 an et qu'il a préparé une réserve d'1 an pour Ella, ce qui la rend immensément heureuse. Ensuite, Ella lui conseille d'être prudent dans son développement et lui donne quelques conseils à ce sujet, car cela pourrait avoir un effet néfaste sur sa santé et son âme. Ensuite, John continue d'affiner les pilules et d'écouter les conseils d'Ella. Mais ensuite, le mentor s'endort, probablement sous l'influence du vin. En 2 jours, John commence à apprendre pleinement la flamme spéciale et à développer ses capacités. Et pour ne rien brûler, le personnage principal décide de construire un bateau et de continuer ses études au milieu du lac. Il donne à sa petite sœur des potions pour la protéger et l'activer. John demande également à Emma de donner les autres pilules à leur professeur afin qu'il puisse préserver sa santé. Et enfin, John part pour développer ses capacités de flamme. Et 2 jours plus tard, John avait déjà construit un grand bateau et était parti. À cette époque, sur un autre continent, Léo tente de se libérer des chaînes dans lesquelles le dragon l'a enchaîné. Son père est très en colère car le prince veut aller sur un autre continent et lancer l'activation. Mais le prince tient bon jusqu'au bout et souhaite partir à l'autre bout du continent. La mère de Léo le défend et demande pardon au roi. Le roi ne veut pas profaner l'honneur de la race des dragons. Il n'a donc pas l'intention de le laisser aller nulle part. Cependant, malgré tout, le prince veut aller vers les gens et étudier avec eux. Absolument tout le monde est choqué par l'insistance du prince. En guise de punition, le roi l'attache avec des chaînes et l'envoie en prison. Il fut en prison 3 mois de suite, sa mère n'en pouvait plus et demanda au roi de le libérer en lui trouvant un bouc émissaire. En conséquence, le roi et la reine ont fait du professeur de musique un bouc émissaire et l'ont tué, le transformant en sushi. Après cela, Léo a quand même tout accompli et est parti sur un autre continent. Maintenant, le prince était heureux, car il pouvait se déplacer librement sur le continent, mais Léo voulait avant tout sauver son peuple et le libérer. À cette époque, dans une autre secte, John manquait vraiment à Ella, car elle ne pouvait même pas lui parler. Et puis sa sœur aînée vient la voir. Ella devient immédiatement heureuse et court la serrer dans ses bras. Ensuite, ils discutent des problèmes concernant Ella et John à la table. Ensuite, la sœur aînée veut apprendre à Ella à se maquiller et à s'habiller magnifiquement afin d'attirer l'attention de John, ce qui l'a beaucoup effrayé. Même après un certain temps, le mentor pensait constamment à la relation entre elle et le personnage principal. Et finalement, elle réalisa qu'elle était tombée amoureuse de John sans s'en rendre compte. Déjà de retour à la maison, une grue en papier lui arrive du personnage principal, qui l'appelle à gravir le sommet pour affiner les pilules. Ensuite, elle voulait directement demander à John s'il l'aimait, mais elle ne pouvait pas le supporter. 4 heures plus tard, elle lui demanda à nouveau ce qu'il pensait d'elle. John pensait à son pouvoir spirituel, qu'il était pur et fort, et que lui aussi aimerait un tel pouvoir. Ella a pensé à la mauvaise chose et a couru pour serrer le personnage principal dans ses bras. Ensuite, le mentor devient embarrassé et s'enfuit immédiatement de la maison de l'alchimie et de John. Ensuite, Ella se souviendra des paroles de John et y réfléchira. Ensuite, elle veut devenir plus féminine et se souvient de ce que sa sœur aînée lui a offert. Elle commence à trier tous les vêtements et se rend compte qu'ils sont très ouverts, mais en choisit quand même un pour elle-même. Et finalement, après de longues délibérations, elle choisit une robe et sort se promener. Et maintenant, elle vole déjà vers John pour voir sa réaction. Elle passa devant son frère aîné, qui se remettait de ce vin, et décida de lui dire bonjour. Alan était stupéfait par la beauté de sa sœur et n'en croyait pas ses yeux. À cette époque, John enseigne à sa sœur de nouvelles techniques et connaissances. Et puis, la joyeuse Ella arrive chez eux. Elle s'attendait à une surprise, mais le personnage principal et Emma ont réagi de manière tout à fait calme. La sœur cadette a loué l'image de son mentor, affirmant qu'elle était devenue encore plus belle. Et John lui répondit le plus sérieusement possible que son image était belle, mais peu familière à l'œil. Emma s'est sentie désolée pour son mentor. Alors elle a décidé de retoucher son maquillage. 30 minutes plus tard, elle revient et demande l'évaluation du personnage principal. Et John, en rougissant, répond qu'elle est l'une des 3 plus belles filles qu'il ait jamais vues. Et l'humeur du mentor s'améliore immédiatement et ses yeux s'illuminent. Ensuite, Emma et Ella invitent le personnage principal à jouer aux cartes, car le mentor ne le demande pas souvent. John n'a pas le choix et accepte le jeu. Et quand le professeur a levé les mains, sa robe s'est déchirée. Confuse, Ella a d'abord voulu changer de robe puis commencer à jouer. Et finalement, ils ont commencé à jouer aux cartes. Emma et le professeur étaient trop emportés par le jeu et se sont endormis pendant le jeu. Et John, laissant les filles,
se rendit à la maison de l'alchimie pour développer davantage ses capacités. John a un certain plan avec la boule magique et il veut traverser la tribulation céleste en dehors de sa secte sans que personne ne connaisse son véritable niveau de pouvoir. Quand Ella se réveille à la maison, il demande à Emma de dire à son frère qu'elle va s'isoler pendant un moment. Et lorsque la petite sœur voulut transmettre cette information, son frère apparut soudain derrière elle et lui dit qu'il avait tout entendu. Et puis le personnage principal dit qu'il va dans la solitude et qu'il ne rentrera chez lui qu'au bout de 5 ans, ce qui bouleverse sa sœur. 3 mois plus tard, le personnage principal termine avec succès tous ses préparatifs et doit désormais quitter la secte. Puis il se rend chez l'aîné pour obtenir l'autorisation de quitter la secte. John offre le poisson esprit en échange de cette faveur. L'aîné accepte volontiers le poisson et laisse John passer la secte. Le personnage principal demande également une faveur pour ne pas envoyer de mentor après lui, ce à quoi l'aîné accepte. Et John repart heureux, car la première partie du plan est terminée. Ensuite, il montre la passe au défenseur de la porte et se prépare à quitter la secte. Il a rapidement atteint sa ville natale et la tombe de ses parents en utilisant des techniques de marche spéciales. Ensuite, pendant 7 jours, il a honoré la mémoire de ses parents. Et puis le personnage principal a coupé les fils qui le reliaient au monde des mortels. Puis il s'en va, devenant encore plus libre. John trouve l'île parfaite pour la solitude. Il utilise également un masque pour se camoufler afin de ne pas attirer l'attention. Ensuite, il jette également un sort, ce qui le fait complètement ressembler à un vieil homme. Pendant ce temps, Léo se dirige vers la secte de Ben pour être accepté comme disciple. John gagne également la confiance des habitants et est désormais libre de se déplacer sur le continent. Et alors qu'il s'apprête à partir, il remarque quelque chose qui clignote dans le ciel. Puis il se rend compte que c'est un dragon. Ensuite, John lance un sort spécial pour changer d'apparence et trouver une nouvelle île loin des problèmes. En conséquence, il se transforme en poisson. Il trouve l'île parfaite et navigue vers elle afin de l'explorer pleinement. Mais soudain, il se retrouve pris dans un tourbillon et s'égare. Et à la fin, il trouve une grotte sous l'eau, ce qui l'intéresse, et il décide d'y vérifier la situation. Puis, il change à nouveau d'apparence et se rend compte que cette grotte mène vers le haut. Ensuite, il effectue un scan spirituel et se rend compte qu'il a trouvé l'endroit idéal pour pratiquer. À cette époque, sur un autre continent, des troupes sont envoyées pour chercher Léo, car il a réussi à échapper à son escorte. Et le prince se cache dans une grotte sous l'eau et cache son aura pour que personne ne puisse le trouver. Et juste à ce moment-là, il aperçoit un vieil homme, puis le réseau de John, qui effectue un scan. Lorsque John commence à s'approcher de lui, il l'attaque violemment. Le personnage principal se retourne à une vitesse fulgurante et s'enfuit, mais Léo ne va pas laisser partir son ennemi. Cependant, John n'a pas le temps et le dragon lui mord la main. Mais le personnage principal empoisonne également Léo, car il y avait du poison dans sa main mordue. Le dragon utilise une technique de purification contre les poisons, puis envisage de tuer le vieil homme. Puis il recommence à poursuivre John et se rend compte qu'il ne s'enfuit plus. Le vieil homme, à son tour, verse une autre poudre enivrante et utilise une technique d'élevage spéciale. Léo est instantanément affecté par le poison, ce qui le rend plus faible. Quoi qu'il en soit, le prince n'abandonne pas et continue de se battre avec le vieil homme. Le dragon commence à perdre connaissance et veut en finir le plus rapidement possible. À ce stade, John met en place une formation avec des talismans pour empêcher Léo de s'échapper. Léo essaie de s'échapper et de briser la formation, mais il n'y parvient pas. Pendant ce temps, John observe le dragon et ne comprend pas pourquoi le dragon est toujours en vie et n'est pas mort de la formation. Le personnage principal décide de renforcer l'effet de la poudre et d'utiliser la technique de la vraie flamme. Il décide également d'utiliser les lames contre Léo. John augmente la taille de la lame et se prépare à attaquer le dragon, car c'est lui qui a commencé le combat le premier. Le personnage principal entoure le dragon de ses clones et de ses lames et l'entoure. Léo se défend avec une technique spéciale de dragon contre l'attaque du vieil homme. Et soudain, John se rend compte que ce dragon est un membre de la famille royale. Alors il arrête son attaque et dit qu'il veut juste qu'on le laisse tranquille. Et lorsque le personnage principal s'approche du dragon, il voit le second prince à sa place, ce qui le surprend profondément. Ensuite, John comprend que Léo voulait juste dégriser son peuple. Mais avec sa perte, il a tout gâché. De plus, après avoir réfléchi un peu plus, le personnage principal comprend également que le dragon a été envoyé dans sa secte. Après y avoir réfléchi un peu plus, il se rend compte que si Léo rejoint leur secte, cela se transformera en guerre,
et pour cette raison, John commence à avoir mal à la tête. Néanmoins, le personnage principal ordonne à ses clones de tout nettoyer après lui, afin que personne ne tombe sur cette grotte et leurs traces. Lorsqu'il quitte enfin la grotte et émerge de l'eau, il commence à flotter au milieu de la mer de l'Est sur un petit radeau. John décide de naviguer vers le nord, emmenant Léo avec lui, puis il se trouvera une place dans le sud. Après 4 heures sur le navire, le personnage principal décide de laver Léo avec l'aide de SAS Clone afin qu'aucune trace de John ne reste sur lui. Ensuite, il décide de retirer la main que Léo a mangée afin de se débarrasser complètement de toutes les preuves. 3 jours plus tard, les dragons retrouvent enfin le corps inconscient de Léo sur un petit radeau. Quand Léo s'est déjà réveillé, il était ennuyé, car il avait enduré 3 mois de talonnage pour faire ce voyage. Et maintenant, il ne pouvait même plus boire d'eau normalement, car il ressentait constamment des douleurs et des tremblements. Tout le monde à la cour des dragons est très inquiet, car la santé du prince est très instable. Léo souffrait énormément, car une peur indescriptible apparaissait dans tout son corps. Son père, partisan du royaume, commença plus tard à parler de récompenser celui qui ramènerait le prince à la maison. Léo était choqué, car il croyait que le vieil homme mangeait des dragons et n'était digne d'aucune récompense. En conséquence, le prince décida que le monde au-delà de la mer était vraiment terrifiant et effrayant. À cette époque, près du continent sud sur une île corallienne, John poursuit sa pratique et s'efforce de fusionner avec l'air et de se préparer au chagrin céleste. Et finalement, vint le moment où la tristesse céleste commença à s'approcher de lui. Le ciel était rempli de nuages sombres. Un ouragan est apparu et John a pensé que, très probablement, le chagrin passerait en 7 coups. De plus, le chagrin céleste adressé au personnage principal confère non seulement l'immortalité, mais guide également chaque élève sur le bon chemin. John comprend que son chemin est un chemin de stabilité et est déjà préparé aux attaques du chagrin. Il prépare ses cellules préparées pour prévenir les attaques. Et puis la foudre éclate et va droit sur le vieil homme. Ensuite, Jean remercie le ciel de lui avoir donné l'opportunité de devenir immortel. Le premier éclair frappe durement John et la force de la foudre s'avère assez puissante. Déjà à ce moment-là, le personnage principal sent comment une force immortelle commence à le pénétrer. Le deuxième éclair était encore plus fort que le premier. Mais il ne blessa pas John du tout, ce qui le surprit beaucoup. Mais en fait, la foudre n'a causé aucun inconvénient, puisque John avait des bases solides, mais le personnage principal a compris que le troisième lui causerait certainement de la douleur. Et puis un monstre éclair apparaît soudainement dans le ciel. Et puis le personnage principal commence à attaquer. Après le troisième éclair, le quatrième frappe et tire directement sur l'île. À cette époque, les habitants d'autres îles ont réalisé qu'il y avait une tristesse céleste dans le ciel. Après cela, tous les habitants ont commencé à demander à Dieu la bénédiction et la prospérité. Même d'autres maîtres ont commencé à dire que c'étaient les éclairs les plus puissants de tous les temps. À cette époque, John vivait déjà sa 5e vague. Il a lutté si fort que son masque et son image de vieil homme ont été déchirés. Le personnage principal a déjà commencé à absorber le 6e éclair dans son corps. C'était vraiment la plus grande tristesse céleste de tous les temps. Pendant ce temps, David et Léa se dirigèrent vers John pour voir toute la situation. Juste à ce moment-là, le 7e éclair atteignit Jean, et il était trop faible pour lui. Et après le 7e coup de foudre, le personnage principal a commencé à être attaqué par de terribles monstres qui étaient nombreux. John a également commencé à améliorer sa force et à se préparer à attaquer les monstres. Naturellement, le protagoniste a gagné et les nuages de tristesse céleste ont commencé à se dissiper. Et c'est ainsi qu'il commença à se remplir du pouvoir de l'immortalité pour lequel il luttait et préparait son corps depuis si longtemps. Cependant, un peu plus tard, John réalisa que son corps n'était pas complètement rempli de force, mais seulement à mi-chemin entre 16 mains. Il ne savait pas quoi faire, car la seconde moitié du corps lui valait plus que la première. Le personnage principal était pressé et essayait à nouveau de faire appel au chagrin céleste, car il ne savait plus quoi faire et ne voulait pas devenir semi-immortel. Mais il n'en eut pas le temps, et les nuages disparurent complètement. Et soudain, un cercle apparaît sous 16 pieds, et il se rend compte qu'il a été trop négligent et a de nouveau fait appel au chagrin. Soudain, une créature inconnue le cible et l'attaque. Et soudain, John commence à cracher du sang et à tomber. John se rend compte qu'il s'agit très probablement d'un dieu céleste, alors il s'excuse immédiatement pour son erreur et dit qu'il ne conteste pas la décision du ciel. Mais ensuite, il demande à Dieu d'attendre un peu et commence à retirer les choses. Il s'est avéré que le dieu céleste a mal calculé sa force, car Jean possédait trop de trésors avec lesquels il se cachait, car il n'était pas de ce monde.
John était satisfait, car même s'il n'avait pas sorti tous les talismans, il pensait que cela suffisait. Au fil du temps, la pression du Dieu du ciel a commencé à s'atténuer et il s'est rendu compte que ce n'était qu'un avertissement de sa part. Ensuite, il demande un autre éclair et un changement de lieu pour prouver ses capacités et montrer sa volonté d'immortalité. Les nuages ont progressivement commencé à se dissiper après les paroles du protagoniste. Et le frère aîné s'est immédiatement dirigé vers un nouvel endroit pour laisser passer un autre éclair. Et ainsi il sort de l'eau, arrivé à cet endroit, mais n'en croit pas ses yeux lorsqu'il les ouvre. Après tout, il s'est retrouvé aux portes célestes, où se trouvaient les sorcières et l'empereur lui-même. Au milieu se trouvaient des dragons et des phénix, et puis le ciel a de nouveau éclaté en éclairs. Et ils se sont dirigés vers le personnage principal. Et puis le héros pensa qu'il avait commis une erreur en dirigeant ici son chagrin. Des éclairs trop puissants furent dirigés vers lui, et John commença à nager pour se préparer au moins un peu à l'attaque. Pendant ce temps, le maître et Léa ne partaient toujours pas, et regardaient le chagrin. Ils pensaient que cela pourrait être la même tribulation démoniaque de rang 2. Des nuages sombres remplissaient tout le ciel et éclataient avec de puissants éclairs géants. Pendant ce temps, John avait déjà terminé ses préparatifs pour la bataille, préparant des talismans qui redirigèrent la foudre. Et l'attaque du ciel commença. Le personnage principal utilisait des cellules, des talismans et des lames contre la foudre. Il a même utilisé les écritures des anciens dieux. Et il remercia encore une fois le ciel pour l'opportunité de devenir immortel. Maintenant, le chagrin était très fort et le personnage principal a commencé à saigner de la bouche. Et il s'est finalement lancé dans l'attaque pour décider de son sort et de sa vie future. David et son mentor surveillent toujours tout ce processus, et le fait que le deuil se répète les surprend beaucoup. Un deuxième éclair s'est déclenché, et David a été choqué que l'étudiant ne soit pas encore mort à cause de la foudre. Le mentor n'en peut plus, prend Léa, et maintenant il se dirige vers John. Et puis une énorme boule de foudre a émergé du ciel, rendant tout violet. Le maître et Léa commencèrent à être entourés du pouvoir spirituel du protagoniste qui formait son corps immortel. Encore un coup de foudre. David était profondément choqué, car il pensait que personne ne pourrait résister à autant d'éclairs. Léa n'a toujours pas pu résister et a proposé de le voir de ses propres yeux. À cette époque, John profitait de la montée de nouvelles forces après la foudre. Puis les nuages se sont dissipés et des fées célestes sont apparus devant les yeux du personnage principal. Ensuite, d'autres immortels célestes sont apparus, baissant la tête en signe de reconnaissance. Et puis, le pouvoir immortel des rayons du soleil a commencé à se déverser dans le corps de John. Finalement, David et son disciple vinrent vers lui et le félicitèrent pour son ascension. Et John l'a juste pris et a disparu de leurs yeux. Lorsque Léa a commencé à s'indigner, le mentor a expliqué que le magicien ne voulait tout simplement pas montrer sa personnalité, car il connaissait les secrets de ce monde. Lorsqu'ils se sont approchés du chagrin, ils ont vu son ampleur et ont été très surpris, car il était si énorme. Puis il trouva les vêtements que John avait oubliés et les brûla pour qu'on ne le retrouve pas plus tard. Puis ils quittèrent les lieux, car d'autres maîtres célestes viendraient bientôt découvrir ce qui s'était passé ici. À ce moment-là, John a arrêté sa fuite à travers l'eau de l'île du Sud et a commencé à cracher du sang. Tout cela était dû au nouveau noyau immortel, et il ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs correctement. Il a continué à cracher du sang et s'est rendu compte qu'il devait restaurer son âme. Sinon, il ne pourrait pas développer davantage sa force. Et soudain, il remarqua l'approche d'une énorme créature et prit peur. C'était un énorme poisson qui ouvrait grand la bouche et s'apprêtait à le manger. John avait peur parce qu'il n'avait pas encore la force de combattre la créature marine. Et puis, tout d'un coup, ce poisson se met à l'attaquer, sans lui laisser le temps de réfléchir. Mais c'est à ce moment-là qu'une idée vient à la tête du personnage principal, à savoir un endroit où il pourrait récupérer. Et puis le poisson ferme la bouche avec John. Et le poisson nage déjà avec le personnage principal dans la bouche. Mais le héros est calme dans la bouche du poisson, et il ne se contente pas seulement de l'odeur à l'intérieur. Après un petit développement, il a atteint l'illumination. Et puis, il a commencé à assembler ses noyaux un par un, tout en déversant de l'énergie dans le poisson pour contrôler la trajectoire de nage. Quelques mois plus tard, les gens ont finalement attrapé le poisson avec John. Ensuite, ce poisson était coupé avec une épée, car il était énorme. Ensuite, ils veulent voir l'intérieur du poisson, et quand ils ont ramassé le poisson, il a commencé à briller de l'intérieur. La lumière était si vive qu'elle aveuglait tout le monde. C'est alors que Jean, considéré comme le dieu de la mer, commence à émerger de la lumière.
Tout le monde commença à le traiter comme un dieu, à s'incliner devant lui et à l'élever sur un siège comme sur un trône. 2 mois plus tard, il s'est réveillé dans une maison inconnue et a ressenti une énergie féminine. Lorsqu'il commença à se lever, il la remercia, mais fut très surpris de voir l'homme, parce qu'il ressentait l'énergie féminine, mais voyait le corps musclé d'un homme. John était dans une stupeur terrible, parce que son corps et son visage ne s'emboîtaient pas. On lui a proposé de se laver, mais il se demandait encore pour qui travaillait cette fille. Il avait des doutes, car elle le traitait d'immortel et non de dieu de la mer, comme les autres. Il a refusé son aide et a déclaré qu'il pouvait le faire lui-même. Elle était ravie et décida de dire à tous les autres résidents que le maître immortel s'était réveillé. John n'eut même pas le temps de l'arrêter avant qu'elle crie cette information à toute la ville. Le personnage principal s'est immédiatement rendu compte que cette fille court vite. Ensuite, le héros a décidé d'essayer ses nouvelles capacités, à savoir la vue d'un immortel, et il était heureux, car ses capacités étaient redevenues bien meilleures. Sa vision s'est tellement améliorée qu'il se propage sur 1000 kilomètres. Il a laissé l'or et a décidé de se rendre dans un endroit isolé pour continuer à s'essayer. Il a fini par utiliser la technique d'évasion terrestre et a disparu. Lorsqu'ils ont découvert que le dieu de la mer avait disparu, ils ont commencé à gronder Anna et elle s'est mise à pleurer. Tout le monde a commencé à la pointer du doigt et à lui reprocher la disparition de John. Cette ville semblait étrange au personnage principal, mais il a décidé de trouver d'abord un endroit où passer la nuit, puis d'explorer ensuite cette ville. À cette époque, sur le continent sud, David a dit aux autres qu'il avait vu un maître qui avait traversé une éclair démoniaque et avait survécu. Ensuite, il a demandé si le dragon les avait encore quittés et on lui a répondu qu'il ne pouvait plus faire cela. Léo a été emprisonné sur cette île et il ne lui restait plus qu'à s'entraîner pour sauver sa race. Et 5 mois plus tard, John avait complètement récupéré et avait même amélioré certaines capacités, comme le tir et l'évasion. Il a également amélioré S et Clown, car ils avaient désormais des visages différents. Le personnage principal lui demande de se rendre dans cette ville avec plusieurs sacs d'argent. Il a demandé à lui procurer des trésors de ce village, car il se souvenait que ce village brillait. Et à cette époque, une fête commence dans ce village en l'honneur de leur protecteur des mers. 2 gars suspects disent qu'ils sont des messagers de Dieu, qu'ils accordent de la sagesse spirituelle et demandent à les rejoindre. Pendant ce temps, John le clown surveillait tous les événements de cette ville. Il comprend qu'une autre secte occidentale se prêche aux gens et s'en étonne. Pour empêcher cette secte de nuire au karma du protagoniste, celui-ci s'échappe en s'échappant à travers la terre. Et à ce moment-là, John était assis dans une grotte et emballait ses affaires et était très surpris que la secte occidentale ait atteint ce village. Ensuite, il a changé son apparence en poisson et a commencé à s'éloigner de cette île, car il ne voulait pas participer à tout cela. Ensuite, en nageant, il a remarqué une énergie négative très dense qui l'a intéressé. Il a décidé de détruire ce karma, car quiconque ferait cela recevrait le titre de vertu. Le personnage principal a simplement décidé d'obtenir une garantie de sa sécurité, car personne ne pourrait alors l'attaquer. John a créé de nouveaux clowns pour vaincre et détruire ce karma. Il comprend que ce démon se déchaîne depuis de nombreuses années, car son karma était trop négatif. Il y a ici un énorme monstre que John veut détruire. Tout d'abord, son clone, créant un sort spécial à la surface de l'eau, attaque le premier démon. Elle scelle le monstre avec ce sort. Mais le monstre ne s'arrête pas. Le monstre commença à sortir de ce dôme. Rien ne put l'arrêter. Et John commença à utiliser son poison, à savoir la poudre de torpeur de haute qualité qu'il perfectionnait depuis longtemps. Ce poison a immédiatement commencé à avoir un effet puissant sur le démon, lui faisant perdre de la force et des capacités. Il avait déjà stupéfait le monstre, et le démon cessa de se battre contre le magicien. Et John a essayé de le contrôler et de ne pas le laisser partir. Ensuite, il a déjà utilisé d'autres sorts et une épée contre le monstre. Maintenant, il commença indépendamment à attaquer le démon de toutes ses forces. Le monstre commença à brûler et ne put rien faire contre le puissant magicien immortel. Puis il commença à utiliser d'autres sorts et talismans dans le même but. En conséquence, il a scellé l'âme du démon avec une aura négative. C'était son objectif. Ensuite, le personnage principal décide d'examiner les souvenirs résiduels du démon en utilisant son noyau. Il s'est avéré que le démon a noyé des villes et tué des gens. C'était un démon vicieux. John était fier de lui d'avoir vaincu un démon aussi vicieux et d'avoir fait du bon travail. Il pensait en outre que s'il continuait à tuer des démons, il serait capable d'obtenir un corps de vertu doré. Et pour cela, selon ses calculs, il lui faudrait tuer des dizaines de millions de démons, et cela le choqua.
En fin de compte, le personnage principal a décidé qu'il oublierait simplement l'idée et continuerait à se développer à son apogée. Et puis il s'est inquiété, car il a vu 2 prédicateurs dans la mémoire du démon. Ceux deux-là étaient de mèche avec ce démon. Ils l'ont laissé créer le chaos, puis ils sont venus et ont semblé sauver les gens de lui, en recevant des dons. Il rassembla ses clones et décida de ne pas s'immiscer dans tout cela. Et puis il est simplement parti pour ne pas encourir de karma négatif de la part de la secte occidentale. Et à ce moment-là, les prédicateurs attendaient juste que le démon sauve faussement les gens de lui. Mais le monstre n'est pas apparu. Et quand les gens ont commencé à partir, ils ont décidé d'utiliser le plan B. Ils voulaient prouver la protection du dieu s'il était accepté et proposa de frapper l'un d'eux pour le démontrer. Beaucoup ont répondu à ces propositions et ont voulu frapper l'un des prédicateurs. Les gars étaient choqués, car tous les villageois étaient forts et musclés. Et pour se sortir de la situation, ils appellent Anna pour faire preuve d'invulnérabilité, et elle accepte. Elle s'approche d'eux et leur demande si elle peut le frapper avec elle, ce à quoi elle reçoit une réponse positive. Et quand Anna frappe l'un des partisans, il s'envole vers le toit avec le nez en sang. Le disciple lui-même souffre de douleur et se rend devant tout le monde. Les prédicateurs occidentaux commencent à avoir peur et veulent s'enfuir et promettent de ne plus réapparaître ici. En fin de compte, les habitants de la ville renvoient eux-mêmes ces prédicateurs chez eux. Quelques mois plus tard, John était toujours sur la route et cherchait un nouveau refuge. Et il lui devenait de plus en plus difficile de contrôler la puissance du feu. Il doit utiliser son essence et son pouvoir spirituel pour contrôler les fluctuations de la flamme, mais malgré cela, il brûle tout. Et à ce moment-là, dans la ville, les habitants voulaient à nouveau rendre les messagers de Dieu après les avoir vus voler. Mais les pasteurs avaient peur. Ils ne voulaient pas que les habitants les rattrapent et les ramènent. Mais les habitants ne les rattrapèrent toujours pas et les envoyaient s'enfuir d'eux. Les habitants étaient bouleversés car ils pensaient avoir besoin de la protection de Dieu. Mais ensuite, ils se souvinrent immédiatement du Dieu de la mer et ne furent plus très bouleversés par l'événement précédent. À cette époque, John lui-même voulait toujours prendre le contrôle de la puissance de feu, car c'était assez difficile à faire. Et soudain, des feux rituels d'adoration apparaissent près de lui, ce qui le surprend beaucoup. Ce sont précisément les habitants de cette ville qui l'adorent à ce moment-là comme un dieu marin. Ils lui ont même fabriqué une statue et lui ont demandé de l'aide. Le personnage principal lui-même est choqué pour cette raison et comprend que le ciel l'oblige à devenir un dieu de la mer. Et puis il s'est rendu compte que la secte occidentale pouvait accepter cela comme une concurrence. Et l'immortel voulait juste rentrer chez lui sur ses terres. Pendant ce temps, dans sa secte, Emma lui manque et attend son retour. Puis elle remarque une jeune fille inconnue s'approchant de leurs frontières. Cette fille s'avère être Lara, qui a déjà participé à une expédition avec John sur le continent Nord. Elle se tourna vers Emma et lui demanda si son frère était là pour la voir. La sœur cadette répond que le personnage principal n'est pas là et lui conseille de chercher plutôt un mentor. Mais Ella s'est retrouvée seule et les gens ont commencé à appeler Lara et à la poursuivre. Il s'est avéré qu'elle était poursuivie par 2 hommes, son amant et ami, qui étaient contre le partenariat entre CS2-là et elle voulait que John explique toute la situation à son ami et mette fin à la querelle. Elle a peur qu'un démon mental apparaisse dans la colère de son ami et veut empêcher cela. Emma suggère qu'ils résolvent le problème à l'ancienne avec du vin et ils sont d'accord. Un peu plus tard, ils deviennent tellement ivres qu'ils s'évanouissent. Lara les jette tous les 2 sur le nuage et est sur le point de partir et de revenir plus tard pour le personnage principal. Et puis la sœur cadette propose de simplement faire semblant d'être enceinte de son amant. C'est eux, pourquoi Lara la remercie et s'en va. Pendant ce temps, Jean continue de pratiquer dans la grotte et ne répond pas aux prières des habitants. Absolument tout le monde a commencé à s'incliner devant lui, et les adeptes occidentaux l'ont dit à leurs aînés. Le personnage principal à cette époque réfléchissait à la façon de se sauver des saints de l'Occident. Car maintenant, tout le monde le connaît. Il quitte la grotte et promet d'y réfléchir en rentrant chez lui. Et c'est ainsi qu'il retourne enfin vers sa secte et sa petite sœur. Emma était très heureuse et a immédiatement couru pour serrer son frère dans ses bras. Et puis, par hasard, elle a laissé échapper qu'à cause de ses conseils, une bagarre a éclaté entre les 2 étudiants, ce qui a surpris son frère. Ensuite, il demande à lui expliquer toute la situation. Puis Emma commença à tout dire du début à la fin. Après que John ait tout écouté, il a puni Emma et lui a dit de s'excuser auprès de Lara. Aussi, la sœur cadette lui a parlé des blessures de leur maître, ce qui a surpris son frère aîné. Les blessures du professeur étaient associées à son amour, ce qui a plongé le personnage principal dans la stupeur.
Après cette histoire, John réfléchit longuement et décida qu'il devait être prêt à affronter l'ennemi du maître, qui avait causé la blessure et créé un poison qui tuerait même un immortel. Il était tellement perdu dans ses pensées et distrait qu'il a mal calculé la puissance de sa véritable flamme. Et en conséquence, il a fait exploser son chaudron dans la maison d'alchimie et était maintenant complètement ruiné. À cette époque, dans un autre lieu, le grand maître venait chez l'arbitre du destin pour connaître l'avancée de sa demande, intervenir dans la vie des enfants et créer des couples. Et après que Dee, voyant les progrès, il a demandé de lier le destin de John à celui des 3 filles, ce qu'a fait l'arbitre du destin. À ce moment précis, le personnage principal, qui réparait son poil, a eu une étrange vision d'Ella où il s'enlaçait. D'autres images commençaient à lui venir à l'esprit, mais maintenant il s'agissait d'Emma et de son mentor. Et il n'en comprenait pas du tout la raison. Il utilisait différentes techniques et n'acceptait pas les relations avec les filles afin de se concentrer sur d'autres sujets importants. À ce moment précis, l'exécuteur testamentaire a tenté de lier le personnage principal au fils du destin, mais il n'a pas réussi, car John n'y a pas succombé. Même lorsque le maître lui-même a essayé de le faire, rien n'a fonctionné et le personnage principal a évité ces connexions et est resté satisfait.